Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Maître Juan Branco était face à la presse ce samedi. L'avocat franco-espagnol de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko est revenu sur son expulsion du Sénégal le 30 mars dernier. Refoulé, il n'a pas pu assister au procès du leader du PASTEF et dénonce au passage une ingérence de la France. L'effectif des sénateurs camerounais élus le 12 mars dernier a été complété le 31 mars. Le président Paul Biya a nommé les 30 sénateurs manquants au Parlement. 6 sont issus de l'opposition. Le parti au pouvoir se taille la part du lion. Et le représentant des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, met tout en œuvre pour assurer la réussite de sa nouvelle initiative pour tenter de sortir de l'impasse libyenne. L'émissaire de l'ONU multiplie les déplacements dans les pays frontaliers en plaidant pour le désarmement des groupes qui déstabilisent la Libye. Juan Branco, l'avocat de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, digère mal son expulsion du Sénégal le 30 mars dernier alors qu'il venait défendre les intérêts de son client dans un procès pour diffamation qui se tenait le même jour. Face à la presse ce samedi, il a expliqué qu'il a été arrêté par les autorités sénégalaises à sa descente d'avion, ce qui l'a empêché de se rendre à l'audience. Le gouvernement sénégalais a par la suite apporté des précisions sur cette expulsion en expliquant que les propos tenus par l'avocat franco-espagnol à l'endroit du président Macky Sall, qu'il a qualifié de tyran, avaient été peu appréciés, de même que l'appel à l'insurrection au Sénégal qu'il aurait lancé. Rappelons que lors de ce procès pour diffamation, Ousmane Sonko a écopé d'une peine de 2 mois de prison avec sursis, mais il demeure éligible à la présidentielle de 2024. Écoutons un extrait de la conférence de presse de Juan Branco qui s'est tenue ce samedi. Monsieur Sonko fait l'objet, depuis un certain nombre d'années, d'une persécution rare parce que il n'est pas habituel que des personnalités aient la capacité à résister, comme il l'a fait, aux différentes violences qu'il a subies depuis un certain nombre d'années, aux côtés de ses conseils, aux côtés de ses partisans, aux côtés de ses militants. Lorsque je suis venu à Dakar, j'avais pleinement conscience de l'importance de ce procès, évidemment, la pantalonnade qu'essayait de mettre en place le régime, ce simulacre de démocratie et de justice pour justifier l'élimination politique, mais potentiellement aussi physique, d'un opposant. Je savais les morts qui nous contemplaient et je l'ai énoncé dans un message sur les réseaux sociaux pour prendre à témoin le peuple sénégalais dans la perspective d'une éventuelle intervention et tentative d'opposition de la part du régime à ma venue. Et très conscient des risques qu'il existait, non seulement, évidemment, comme c'est arrivé, de refoulement, détention, expulsion, mais éventuellement d'incidents qui auraient pu être provoqués sur le territoire sénégalais au prétexte de la situation et des conséquences qu'ils auraient pu avoir, y compris sur mon intégrité physique. Donc nous n'étions pas venus naïvement et nous savions parfaitement au risque auquel l'on était confronté. On avait appris, peu avant mon arrivée, que l'Élysée avait dépêché une mission en toute urgence, juste après ma désignation, sur le sol de Dakar, avec la numéro 2 de la cellule de l'Élysée en personne, qui s'était rendue au palais présidentiel afin de tenter, selon les mots de l'Élysée, de trouver une solution à la situation politique du Sénégal. Et donc on se retrouve dans une situation où la France encore considère qu'elle a à intervenir dans le jeu supposément démocratique du pays pour décider ce qui devrait intervenir, quelles doivent être les décisions de justice qui sont prises, quels sont les opposants qui ont le droit ou non de se présenter aux élections et dans quelles conditions. Cela fait des années que M. Sonko dénonce ces interventions. Cela fait des années que M. Sonko dénonce cette compromission des autorités sénégalaises à l'égard de la France et la perte de souveraineté que cela implique pour le peuple sénégalais. Le 30 mars, pendant que j'étais refoulé, arrêté puis refoulé par 7 hommes en armes dès ma sortie de l'avion, qui m'indiquaient que c'était une façon de me rendre hommage du fait de mon importance, qui disaient qu'ils raconteraient à leurs petits-enfants qu'ils avaient arrêté Juan Branco, et qui en même temps étaient d'une agressivité extraordinaire pour essayer de m'intimider dans un premier temps, jusqu'à ce que je réussisse à calmer les choses en essayant de me saisir
mes documents, mes ordinateurs et tout ce que j'ai amené au procès pour prouver l'innocence, car c'est très important de répéter, l'innocence de M. Sonko, la nullité des procédures. Eh bien, ses confrères sénégalais, il faut le rappeler, il faut insister, ce qui m'est arrivé est arrivé à l'ensemble de l'équipe de défense de M. Sonko. Au Cameroun, la nouvelle chambre du Parlement est au complet. Le président Paul Biya a nommé le 31 mars les 30 sénateurs manquants. Sur les 30 sénateurs nommés, 6 sont issus de l'opposition et 24 sont du parti présidentiel RDPC. Ils viennent s'ajouter aux 70 sénateurs élus sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors des élections sénatoriales du 12 mars dernier. Au total, 7 partis politiques composent le Sénat. Le point avec Laetitia Mebenga. La nomination attendue des 30 derniers sénateurs par le président de la République du Cameroun est enfin effective. Parmi ces derniers, 6 figures appartenant à l'opposition désignée. Les différents partis représentés au Sénat sont désormais le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir qui occupe 95% des sièges, le Social Democratic Front, le Front pour le salut national du Cameroun, l'Alliance nationale démocratique du peuple, l'Union des peuples camerounais, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et le Mouvement pour la défense de la République. Une configuration qui, selon les observateurs, réduit l'influence de cette institution sur le jeu démocratique et sur le développement. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Et donc, avec le parachèvement des institutions de la décentralisation, on devrait théoriquement voir plus de dynamisme au niveau du Sénat. Cependant, il faut noter que la majorité écrasante dont jouit le RDPC joue quelque peu en la défaveur du Sénat, puisqu'on ne voit pas des débats contradictoires qui pourraient, donc par le jeu d'opposition, accoucher de lois courageuses qui viendraient faciliter ou accompagner le processus de développement du pays. Une innovation au sein de l'institution. La 3e mandature du Sénat comprend désormais 31% de sénatrices, soit 31 femmes, sur un total de 100 membres contre 20 pour la précédente législature. Rappelons que ces nominations interviennent quelques jours après la reconduction de Marcel Nyat Difendi à la présidence de la Chambre haute du Parlement, fonction qu'il occupe depuis l'activation du Sénat en 2013. La réélection du président Marcel Nyat Difendi à la tête de la Chambre haute du Parlement camerounais marque l'envie de continuité du président Biya et ça signifie que les options politiques qu'il prend sur tout au moins le court et le moyen terme sont plutôt ceux de la stabilité. Prochaine étape pour ce nouvel effectif du Sénat camerounais, la session de plein droit qui devrait s'ouvrir dès le 11 avril 2023. Le gouvernement camerounais mise sur les partenariats publics-privés pour accélérer la digitalisation de ses services tarifaires. Le 30 mars dernier, le guichet unique du commerce et extérieur, GUS, et l'Afrique-Paye ont présenté de nouveaux services de paiement des tarifs douaniers. Cette méthode de dématérialisation des procédures est présentée comme un gain de temps fiable et sécurisé. Les précisions de Nathalie Mo. Au Cameroun, le guichet unique du commerce extérieur GUS, dans ses ambitions pour l'année 2023, envisage de passer au tout électronique. L'organe gouvernemental a fait le choix de faire confiance aux partenariats publics-privés pour accélérer la digitalisation de ses services tarifaires. Le GUS, dont la plateforme en ligne iGUS est opérationnelle depuis 2016, a élargi la palette de ses outils digitaux pour atteindre son objectif de 1000 milliards de recettes en 2023. Le 30 mars 2023, le GUS et son partenaire, la start-up camerounaise Afrique-Paye, ont présenté de nouveaux services de paiement des tarifs douaniers plus rapides et plus mobiles. Ceux qui ont besoin des paiements sont en face de iGUS, c'est tous les usagers, mais ceux qui mettent à la disposition les paiements sont derrière le iGUS. Et le iGUS les agrège et les met à la disposition au travers de leur plateforme. Et maintenant, Afrique-Paye vient se connecter sur la plateforme de iGUS et maintenant, au travers de sa plateforme à elle, diffuse dans les différents canaux en fonction des besoins des uns et des autres. Le Cameroun a l'ambition de propulser ses places portuaires au rang des plus organisées du monde. Le pari que se fixe le GUS est d'encourager l'inclusion financière des contribuables et de garantir la sécurisation des recettes douanières du pays grâce à l'installation d'un réseau à valeur ajoutée sécurisé. La
clé, c'est l'innovation. La clé, c'est qu'il faut être capable d'apporter de l'innovation sur le marché. Il faut répondre aux besoins finaux des utilisateurs. Il faut apporter de la valeur à la souffrance des uns et des autres tous les jours. Et le digital, c'est un excellent outil pour cela. Il n'y a pas mieux que le digital. La digitalisation des paiements des tarifs douaniers a permis la hausse des recettes de 123 milliards de francs CFA en 2012 à 911 milliards de francs CFA en 2022, soit 7 400 milliards de francs CFA attribués à la mise en service de la plateforme IGUS. Les chiffres officiels évaluent à 53% la contribution des plateformes digitales à l'accroissement des recettes douanières générées au Cameroun au cours des 10 dernières années. En février dernier, le représentant des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, lançait une nouvelle initiative pour tenter de sortir de l'impasse libyenne avec l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici la fin de cette année 2023. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'émissaire de l'ONU a entrepris une série de voyages dans plusieurs pays frontaliers. L'enjeu étant de faciliter le désarmement des groupes armés qui déstabilisent le sud de la Libye. Les explications de Corinne Kamseéoné. Des élections présidentielles et législatives pourraient être organisées en Libye avant la fin de l'année 2023, selon une initiative introduite devant le Conseil de sécurité des Nations Unies par Abdoulaye Bathily, représentant spécial de l'ONU pour la Libye. Le diplomate onusien a entrepris un plaidoyer auprès des pays frontaliers de la Libye, notamment le Tchad, avec qui la Libye partage 1055 km de frontières terrestres. Il a été reçu en audience par le président de la transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby. C'est une entreprise de paix qui va englober la Libye et ses voisins du Sud. Alors il s'agit de mettre en mouvement un processus de collaboration étroite entre les 3 pays voisins de la Libye pour assurer le retrait de ces combattants étrangers et de ces mercenaires, mais dans un cadre qui assure la paix et la sécurité en Libye, la stabilité dans ce pays, mais en même temps la paix et la sécurité dans les pays voisins. La signature d'un accord de paix à Doha en août 2022 entre le président de la transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, et une quarantaine de groupes armés rebelles, dont de nombreux très actifs dans le sud de la Libye, constitue une étape essentielle vers la pacification de la grande zone sahélienne. Le gouvernement tchadien estime que le lancement du programme désarmement, démobilisation et réintégration DDR qui émane de cette signature devrait favoriser et encadrer le retour des rebelles. Aussi, l'ONU, à travers son représentant, appelle à une activation rapide de ce programme pour favoriser le retour de la stabilité en Libye. Il s'agit de faire un retrait programmé dans des conditions qui permettent à ces groupes-là de rentrer dans leur pays d'origine sans armes, mais également que ce mouvement soit accompagné socialement, économiquement, et dans le même temps que les pays concernés puissent assurer la sécurité de leurs frontières de manière conjointe. Depuis le début 2022, la Libye vit avec 2 gouvernements. Le premier, assigné par la Chambre des représentants, dirigé par Fathi Bachaga, et le second, reconnu par les Nations Unies, qui est le gouvernement d'unité nationale, dirigé par Abdulhamid Dbeibeh. La période de transition établie par les Nations Unies à l'issue des accords de Genève a expiré le 22 juin 2022, date à laquelle la Libye devait avoir un président et un parlement élu. Les élections prévues pour décembre 2021 ont été annulées et aucune nouvelle date n'a été fixée. Les rencontres au sommet qu'effectue Abdoulaye Bathily pourraient effectivement, comme il le précise, marquer le commencement d'une nouvelle ère en menant à des élections libres et honnêtes en Libye. L'agriculture est un secteur économique important au Bénin qui représente 32% du produit intérieur brut. Pour garantir son développement, 2 conventions pour le financement du projet d'appui à la formation agricole et rurale ont été signées le 30 mars à Cotonou. Ce projet vise à réhabiliter les lycées techniques agricoles en vue de former 900 jeunes par an. Reportage de notre correspondant Leftionou. Le gouvernement du président Patrice Talon mise sur le développement du capital humain par la formation technique et professionnelle.
Dans son programme d'action 2021-2026, le gouvernement a prévu un programme de construction et de réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles, 9 écoles de métiers et 16 lycées professionnels à la fin de l'année 2023. Dans ce cadre, le projet d'appui à la formation agricole et rurale PROFA a été initié par les autorités béninoises. Suite à la signature en décembre 2021 de l'accord de financement pour la construction et la réhabilitation de lycées agricoles pour un montant de 20 millions d'euros octroyé par l'AFD, 2 conventions sur le PROFA 2 d'un montant de 21 milliards de francs CFA ont été signées entre le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Ouadaï, et la secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie, Chrysoula Zakharopoulou, en visite au Bénin les 30 et 31 mars 2023. Je voudrais vous assurer que du côté du gouvernement béninois, nous ferons tout pour que ces financements soient exécutés, les projets soient exécutés avec célérité, sérieux, comme nous avons pris l'habitude de le faire maintenant depuis 2016. Le projet PROFA 2 sera mis en œuvre par le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle à travers l'Agence de développement de l'enseignement technique et l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation. Outre la création et la réhabilitation de 12 lycées agricoles, notamment au nord du pays, des dispositifs d'insertion des jeunes formés seront mis en place à l'aide de ces financements. Ce financement permettra de contribuer au déploiement du réseau des lycées techniques agricoles prévu par le gouvernement béninois avec une extension de l'accès à une offre de formation diversifiée pour 900 apprenants par an dans 4 établissements. Sur les 30 lycées techniques agricoles visés par la stratégie nationale, il est ainsi prévu que notre agence, l'AFD, en finance 12. À noter que le gouvernement a adopté en décembre 2019 la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle SNEFTP. L'objectif visé est de faire passer de 11% en 2019 à 70% en 2030 la proportion d'apprenants dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.